Arabelle, le face-à-face politique. Place donc à votre rendez-vous hebdomadaire, le face-à-face politique, chaque jeudi en compagnie d'une personnalité politique de notre pays. Et aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir Julie de Groot, députée CDH, mais également présidente du Parlement francophone bruxellois. Bonjour. Bonjour. Alors, en tout cas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content d'être là. Avec plaisir. Alors, vous connaissez peut-être le principe du face-à-face politique. Chaque semaine, on revient avec notre invité sur l'actualité politique du moment, mais également sur vos principaux chantiers. Disons cela comme ça. On commence tout d'abord, si vous le voulez bien, par l'actualité. Et s'il y a bien un sujet qui fait la une ces derniers jours, c'est bien sûr la question des migrants. Des réfugiés, des sans-papiers. Les critiques sont de plus en plus nombreuses face à la politique du secrétaire d'État à l'asile et à la migration. C'est un dossier fédéral, mais il concerne aussi Bruxelles, puisque le point névralgique, c'est le parc Maximilien, on le sait. Alors pour commencer notre interview, un petit mot à propos de cette politique tant décriée, celle de Theo Franken. Votre avis sur cette politique considérée, je cite, comme ferme mais humaine? Alors vous faites bien de citer les mots qui sont à chaque fois répétés par le Premier ministre et M. Franken, ferme et humaine. Moi je vais reprendre exactement ces mots-là en disant c'est une politique fermée et inhumaine. Fermée et inhumaine est vraiment ce qui m'interpelle moi terriblement, à la fois en tant que députée et citoyenne, c'est qu'on va toujours plus loin dans le pire. On pense qu'on entend quelque chose et puis en fait on va plus loin encore, on pousse plus loin encore les limites du pire. Et je vais m'expliquer. Au départ, c'était plutôt des expressions racistes, xénophobes, excluantes. Et puis, on a poussé toujours plus loin la limite. On a fait des descentes qui sont quand même extrêmement préoccupantes. On fait venir des officiels du Soudan, d'un pays dont le responsable est condamné par la Cour pénale internationale pour identifier franchement des pauvres gens qui sont ici, qui du coup, quand ces responsables retournent chez eux, risquent de voir leur famille elle-même persécutée. Et puis maintenant, on va même jusqu'aux visites domiciliaires chez les gens. Et donc, on repousse le pire. Et ça, c'est vraiment très, très préoccupant. Parce que ça, c'est pas la Belgique. C'est pas Bruxelles. C'est pas notre politique d'ouverture, de tolérance, de solidarité. Et donc, aller toujours plus loin dans le pire, je trouve que c'est vraiment très préoccupant. Alors, les critiques ne visent pas que le gouvernement fédéral à ce propos, elles ciblent également le monde politique au niveau régional, bruxellois, donc ici. Mais vous, Julie de Groot, quand vous entendez dire que les pouvoirs publics ne font rien, ça vous agace un petit peu, peut-être une réaction? Absolument. Qu'il y ait un vide dans l'action des pouvoirs publics, oui, certainement. Mais que dire que les pouvoirs publics, certainement bruxellois, ne font rien, ça je pense que c'est faux. Et comme présidente d'un parlement bruxellois, je veux vraiment dire, le gouvernement bruxellois, et en particulier Céline Frémaux, puisqu'elle est en charge du logement, a investi 500 000 euros pour justement le centre d'accueil et aussi pour pouvoir loger ceux-là même qui sont ensuite reconnus comme réfugiés. On a mis en place, avec la ville de Bruxelles, on a mis en place tout un encadrement justement du parc Maximilien. Est-ce que c'est suffisant? Non. Et donc, est-ce qu'on dit merci à tout ce monde associatif qui s'est magnifiquement mobilisé? Évidemment. Mais dire qu'on n'a rien fait, je pense qu'on n'a pas seulement dit qu'on allait faire, on a mis sur la table 500 000 euros, un accès à un logement d'urgence. Et donc là, vraiment, je pense qu'on a répondu présent. Alors le problème, et je ne mets pas de jugement de valeur là-dessus, le problème c'est que souvent ceux-là même qui sont au parc Maximilien ne veulent pas de reconnaissance, ne veulent pas être, et j'ouvre les guillemets, intégrés, parce qu'ils veulent aller ailleurs. On est, c'est vrai, un endroit de passage. Est-ce qu'il faut pour cela les criminaliser? Est-ce qu'il faut pour cela mettre un jugement de valeur négatif? Non, bien sûr que non. Par contre, du coup, nos politiques, qui sont plus des politiques d'intégration pour des gens qui veulent rester ici longtemps, qui veulent après avoir des enfants dans le système scolaire, etc., ça, c'est plus difficile d'y répondre. Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants le travail du mouvement citoyen. Il y a aussi tous les représentants de la plateforme de soutien aux réfugiés. Peut-être un petit mot à propos du travail accompli par ces citoyens, justement. C'est fabuleux. Je pense que c'est l'essence même de l'humanité. L'humanité avec vraiment un grand H. Et donc, chaque jour, on a des histoires humaines
extraordinaire. Chaque jour, il y a des associations qui font des milliers de repas par jour, des centaines de gens qui se mobilisent, des milliers. C'est magnifique. C'est vraiment l'ADN de notre humanité. Et donc, oui, c'est vrai qu'ils ont occupé une place que le pouvoir public n'a pas pu occuper pour partie, même si j'ai dit qu'on avait fait des choses. Et ça, c'est vraiment, ça donne de l'espoir. Vous savez, on vit dans un monde quand même où le président des États-Unis dit que Bruxelles est un trou à rats et que les pays africains sont des trous à merde. C'est son expression, c'est pas la mienne. Et donc, dans ce monde-là, c'est quand même fabuleux de voir que des gens se lèvent, sont dignes, sont responsables et tendent la main, tout simplement tendent la main. Beaucoup de gens, beaucoup de citoyens se mobilisent. Ils disent aussi vouloir un peu plus de soutien de la part des politiques. Quelle est la marge de manœuvre, justement, des politiques bruxellois dans ce dossier? Mais ils ont raison de dire qu'il faut plus de soutien du politique. Alors déjà, il ne faut pas avoir des politiques qui contrent leur action de solidarité, comme c'est le cas au niveau fédéral, parce que c'est ça le problème. C'est que les politiques au niveau fédéral empêchent leur action de solidarité. Les gens, on leur fait même peur, puisqu'on peut aller chez eux, les visites domiciliaires, puisque tout d'un coup, on peut descendre au parc Maximilien pour emmener des personnes qu'ils voudraient, le cas échéant... Justement, à propos des visites domiciliaires, quelle est la position du CDH sur cette question? Mais c'est indigne. C'est indigne de notre pays, de notre profond ADN, qui est un ADN d'accueil. C'est tout à fait indigne. Et je suis d'ailleurs contente que les juges d'instruction ont eux-mêmes mis les plus grandes réserves en termes de droit, de respect de la vie privée, de droits humains, mais au-delà du juridique, au-delà des limites juridiques réelles qu'on peut avoir par rapport à ces visites domiciliaires. C'est donc vraiment casser le fil de la solidarité. Dire aux gens, attention, ayez peur d'ouvrir vos portes. Non, c'est magnifique quand les gens ouvrent leurs portes. Et donc, je suis vraiment profondément choquée par ça. Alors, Julie de Groot, quittons un peu la politique migratoire, si vous le voulez bien, et revenons sur une autre actualité, celle de votre parti. On a évoqué il y a quelques instants le CDH. Alors, comment va justement le CDH en ce moment? Bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une... partition qui est un peu rock'n'roll parfois dans mon parti, c'est vrai, je peux pas le nier, c'est pas du moderato, c'est plutôt du rock'n'roll. Mais vous savez, profondément, on vient de parler de tout ce qu'étaient les migrants et profondément, je crois aux valeurs du CDH. Je crois à ces valeurs qui sont justement ces valeurs humanistes, ces valeurs qui sont des valeurs où on met la personne au centre. Et ça, j'y crois profondément. Je crois aux valeurs que mon parti, le CDH, véhicule. En termes d'éducation, on le voit par exemple sur le pacte d'excellence. En termes de politique des familles, on le voit sur les allocations sociales. Mais justement aussi en termes d'associatif. Nous, on croit profondément dans ce lien qui n'est pas qu'un lien étatique, l'État très fort. On croit profondément à ce lien associatif. Et ces valeurs-là du CDH, parfois ça m'attriste de voir que dans les sondages, parfois on n'a peut-être pas un message assez audible pour les gens. Peut-être que on doit le dire de façon plus radicale. Mais je pense que ce que les gens font en se mobilisant, ça répond au fond, c'est un écho à ce que mon parti met en avant tous les jours dans ses valeurs profondes. Alors, et ça, j'y crois. Vous avez parlé de rock'n'roll. On ne va pas revenir sur les secousses après l'épisode de juin 2017 et les déclarations du président du CDH à propos du Parti socialiste. Et comment se passe actuellement justement cette cohabitation avec les socialistes? Écoutez, nous on a toujours dit qu'on serait loyal à l'accord de gouvernement et je pense qu'on est vraiment loyaux à l'accord de gouvernement. Je pense que les socialistes... on sait bien pourquoi il y a eu une crise et on sait bien pourquoi le 19 juin, Benoît Ludgen a débranché la prise. Je pense qu'il y avait un dégoût général d'ailleurs dans la population face à ce qu'on voyait des pratiques dans le monde politique. Et voilà, maintenant, ce dégoût, il a été exprimé. Je pense qu'il a d'ailleurs été exprimé par tous les partis. Et maintenant, on va de l'avant. On veut avoir l'accord de gouvernement. On veut l'appliquer jusqu'au bout, on sera loyaux par rapport à ça. Mais y compris dans les allocations familiales. Donc, par exemple, là, c'est vrai, peut-être que
autant on se rejoint maintenant sur ce qui est l'éthique, la gouvernance, le décumul, etc., autant sur les allocations familiales. Nous nous battrons jusqu'au bout pour maintenir des familles nombreuses, de 3 et de plus enfants, à Bruxelles. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Les allocations familiales, qui est peut-être le point de discorde pour répondre à votre question, qui restera avec le PS, mais aussi Défi et Écolo, c'est que nous nous battons pour maintenir des familles de 3 et plus enfants à Bruxelles. Et tel que proposé par PS, Écolo, Défi aujourd'hui, on aurait à peu près 45 000 familles nombreuses qui perdraient jusqu'à 100 € par mois. Ça, c'est quand même beaucoup. Ça fait réfléchir. Voilà. Et donc ça, c'est quand même, quand vous me demandez quelles sont les valeurs du CDH, bah oui, nous nous battrons jusqu'au bout pour ça, pour maintenir à Bruxelles ce qui fait aussi son tissu si particulier. Julie De Groot, députée CDH, présidente du Parlement francophone bruxellois, l'invitée de notre face-à-face politique. Parlons de toute autre chose, si vous voulez bien, en lien avec l'actualité de ce fameux projet du métro dans le quartier Nord, d'abord annoncé pour 2022, puis 2025. Cette nouvelle ligne devrait relier le Nord au sud de Bruxelles. Elle ne sera pas prête en fait qu'en 2028. Ça aussi, ça vous agace. Ah oui. Cette semaine, j'étais vraiment agacée, pour reprendre votre mot, mais peut-être même plus, parce que c'est quoi le métro Nord, comme on l'appelle? C'est vraiment une vision de la ville. Et une vision de la ville qu'on n'a pas eue. En fait, on n'a pas mis un métro dans cette partie-là de la ville, de Bruxelles, où il y avait le plus grand accroissement de la population. C'est quand même grave, ça, hein, en termes d'accessibilité, en termes de mobilité. Enfin, les gens, il y a plus de gens maintenant qui vivent le long de ce qui devrait être le futur tracé du métro Nord. Alors, on nous a dit 2025. Bon, allez. Déjà, 2025, c'est pas demain, hein. C'est pas demain, c'est après-demain, 2025. Et puis, tout d'un coup, on prend 3 ans de plus dans les lattes et on arrive à 2028. Et cette semaine, on a eu en commission infrastructure une audition qui m'a laissé vraiment sur ma faim. Parce qu'on n'est même pas sûr qu'on atteindrait le calendrier de 2028. On n'est même pas sûr, on n'a jamais eu vraiment un calendrier précis en disant, voilà, à tel moment, on fera tels travaux, on est dans une trajectoire budgétaire qu'on va tenir, on va pas tout d'un coup dire, ah mais non, désolé, ça coûte trop cher, et puis il y a des élections, et il y a d'autres personnes au pouvoir, etc. Et donc, vraiment, ça me fait peur. Ça me fait peur, ce que j'ai entendu cette semaine en commission infrastructure, parce que je pense, c'est pas juste des travaux comme ça, c'est vraiment l'accessibilité là où justement la région a plus d'habitants et où franchement on a délaissé en fait le fait de tirer vers le nord de la région une plus grande accessibilité des citoyens et des Bruxellois. On a compris votre agacement, on a compris aussi que vous voulez une date précise, mais si on va un petit peu plus loin, s'il a du retard en fait, à qui la faute? La STIB, Belliris par exemple? En fait, je pense que le mal belge, mais aussi le mal bruxellois, c'est le manque de dialogue, c'est de ne pas se parler. Et donc, Belliris, c'est fédéral, c'est Monsieur Renders, et puis on a la région bruxelloise, et puis on a les communes qui sont très très fortement impactées. On prend la place Riga, par exemple, hein, ou la commune de Scarbeck a dit, bah non, nous on trouve que c'est quand même une place qu'il faut pouvoir classer. Ils ont lancé une procédure de classement. Et donc, on voit que c'est à chaque fois un manque de coordination et qui fait que tout d'un coup, je prends le classement de la place Riga que je comprends, moi. Je trouve ça un magnifique repère patrimonial dans la ville. On se dit, mais comment est-ce qu'on ne s'est pas plus concerté avant? Et je pense que c'est vraiment ça, le mal belge et le mal bruxellois. Un déficit de communication, toujours en lien avec la mobilité, la traditionnelle journée sans voiture qui a lieu, on le sait, une fois par an. Tous les enfants sont à vélo dans pas mal d'endroits de notre capitale. Le dernier dimanche de septembre, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Et vous êtes pour une deuxième, en fait, journée sans voiture, avec quelques conditions quand même. Des précisions à ce propos peut-être. Oui, alors vous m'avez bien lu dans la presse, parce que je vois qu'il y a un article qui avait repris ça, mais c'est pas... je ne veux pas faire grief à votre collègue de la presse écrite, mais c'était pas, en fait, exactement ça que je lui avais dit. Nous, on est pour une journée sans voiture générale, qui en fait est devenue plus festive
que une question de mobilité, hein, soyons clairs. Tout le monde sort dans la rue, on fait la fête, c'est génial, enfin, on s'amuse bien. Mais c'est pas, on se demande pas si demain on pourra aller à pied ou en vélo à son travail ce jour-là, la journée du dimanche en voiture. Mais par contre, je veux, et nous voulons au CEDH, multiplier des journées sans voiture, y compris en semaine, mais par quartier. Par quartier au sens large, hein. Pas le tout petit quartier, 3 rues qu'on va fermer. Non, vraiment des communes, et alors communes au sens large aussi, hein. Il y a des communes traversées, on ne va pas prendre la frontière Bien communale pitch juste, comme on dit à Bruxelles. Mais donc là, on peut vraiment aller plus loin. Par exemple, si vous prenez le quartier Pentagone, hein, pour prendre un quartier, de vraiment dire avec les commerçants qui sont là, avec les entreprises qui sont là, avec les écoles qui sont là. Allez, on essaye une journée sans voiture là, mais on va plus loin. Et c'est très chouette de faire l'aspect festif, mais franchement dit, l'objectif, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir une autre mobilité? Est-ce qu'on peut essayer d'être moins asphyxié, de prendre plus les transports en commun pour ceux, hein, il y en a quand même qui prennent jamais les transports en commun. Ça existe. Les nafteurs, oui, mais il y a aussi des Bruxellois. Et donc vraiment de pouvoir réfléchir à ça de façon plus profonde. Donc oui, évidemment, on maintient la journée sans la voiture, c'est fabuleux, mais on multiplie, pas qu'une fois, plusieurs fois, mais par grands pôles, en fait, qui seraient significatifs. Et je propose, bon, pourquoi pas commencer par le Pentagone. Alors, on enchaîne les thèmes, on a le temps, on en profite. Toute autre chose. On parle du SIAMU, si vous le voulez bien. Julie de Groot, que se passe-t-il en ce moment chez les pompiers? On a évoqué des dysfonctionnements, mais que s'est-il passé réellement? Alors, franchement, il y a un certain ahurissement face à ce qui se passe au SIAMU. D'abord, j'ai vraiment envie de dire que les hommes, surtout les hommes et les femmes de feu, hein, comme on les appelle, ils font un métier fabuleux, évidemment. Tous les jours, ils risquent leur vie pour sauver celle des Bruxellois. Évidemment aussi. Et évidemment que l'ensemble de la population bruxelloise leur dit merci. Bon, je voulais le dire parce que c'est évident. Mais ça ne les empêche pas d'œuvrer dans la régularité et dans la légalité. Et donc, ce qu'on a entendu, pas comme ça, pas politiquement, de la Cour des comptes, c'est des gens sérieux qui ont passé des mois au SIAMU, mais ce qu'on a aussi entendu des fonctionnaires dirigeants, hein, c'est que au fond, on œuvrait tout à fait, ils opéraient dans vraiment des pratiques qui sont en dehors de la légalité et de la régularité. En dehors, franchement, très limite. Et donc, ce que les députés essaient de faire, c'est de voir si c'était de la négligence. Ah oui, on faisait toujours comme ça, etc. Oui, mais c'est comme ça que ça va vite et tout. Ou si, là, il y a un élément plus intentionnel. Donc voilà, la voiture de fonction qui sert à l'épouse de l'un, les factures de restaurants qui se passent à Vépion ou à Ostende, des centres de formation pour policiers où il y a justement l'officier qui donne le marché public qui est intéressé, et surtout des marchés publics qu'on modifie après l'avoir donné. Donc il y a un marché public qui est publié, et puis on modifie après les critères d'attribution. Ah non, écoutez... Désolé, mais il y a quand même un cadre de légalité dans lequel on doit opérer et pas sous la menace. Moi, ce que je veux pas entendre, c'est que par ailleurs, il y a une sorte de menace. Quoi, vous osez critiquer les policiers, les pompiers, pardon. Quoi, vous osez critiquer les pompiers. Mais non, ils font un travail magnifique. Mais désolé, la gouvernance, c'est pour tout le monde. D'où cette demande du MR de créer une commission spéciale au Parlement bruxellois. Vous êtes d'accord, mais vous réclamez aussi que les recrutements soient suspendus. Pourquoi? Oui, donc... Nous, on a tout de suite dit, en fait, qu'on trouvait qu'une commission spéciale était adéquate, en tout cas. Donc, on serait tout à fait d'accord pour une commission spéciale. Mais pour le moment, vous avez une procédure en cours pour, justement, avoir le recrutement des fonctionnaires dirigeants. Bon, je vois que là, il y a justement la personne qui représente la secrétaire d'État, Cécile Jodogne, donc défi... qui est à son cabinet, qui a justement suivi toute cette procédure, tous ces conflits depuis des années. Franchement, la gouvernance, ça ne va pas. Tant qu'on n'a pas, nous, mieux réfléchi sur comment on veut un nouveau SIAMU. La relation entre l'opérationnel, les gens qui sont sur le terrain, et l'administratif. Mais
Cécile Jodogne a pris une option qui est une option discutée aujourd'hui en commission. Discutée. Voilà, beaucoup de députés trouvent que l'opérationnel s'est cru un peu maître du monde et a pris trop de pouvoir. Mais Alors, c'est justement la personne qui demanderait à être fonctionnaire dirigeante qui est maintenant en dernière ligne de procédure de recrutement. Pour moi, c'est pas de la gouvernance. C'est pas de la bonne gouvernance. ah bah justement, vous avez fait la transition, la fameuse question de la bonne gouvernance, un dossier qui fait à la une de l'actualité, malheureusement chez nous. Vous êtes pour une meilleure gouvernance, bien évidemment, mais ça implique quoi selon vous tout ça? Alors, la bonne gouvernance, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on dit. Et donc, l'éthique, c'est aussi de pouvoir s'appliquer ce qu'on dit, mais d'y aller jusqu'au bout. Et il ne faut pas faire des petits jeux hypocrites. Je m'explique. En fait, la bonne gouvernance, les gens voient toujours le cumul des cumuls. Hein. Moi, je dis souvent, cumul des cumuls, bon, c'est un peu le cache-sexe de la bonne gouvernance, mais comme le cache-sexe, on ne voit que ça. Hein. On ne voit que ça. En fait, tout le monde dit, c'est ça qui fera la bonne gouvernance. Alors, moi, je suis pour le décumul intégral, et je suis contente parce que l'arrondissement CDH de Bruxelles s'est prononcé pour le décumul intégral, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ce qui pour nous est vraiment, vraiment important, et je vais dire deux choses, c'est de aussi supprimer l'effet dévolutif de la case de tête et les suppléants, parce que les gens, en fait, ils votent pour quelqu'un, puis il y a quelqu'un d'autre qui vient à leur place. Donc, si le quelqu'un pour lequel ils n'ont pas voté, c'est pas le parti, en fait, parce que ça revient à ça, qui doit désigner et qui vient à sa place, c'est alors celui qui a eu le plus de voix après. Donc, c'est vraiment une règle fondamentale de démocratie. Mais la deuxième chose, c'est de s'appliquer ce qu'on dit. Voilà, moi, j'ouvre comme tout le monde les journaux ce matin, je vois le ministre Gozouin qui dit « Ah, je suis tête de liste à Auderghem, mais je ne sais pas si je vais rester ou pas. Après, je vais rester ministre parce que comme ça, après, je verrai ce que je fais au régional. » Non, moi, je trouve que, par exemple, la position de Céline Frémaux a été beaucoup plus correcte vis-à-vis du citoyen bruxellois. C'est de dire « Bah non. Moi, je ne revendique pas une position au niveau communal parce qu'aujourd'hui, je suis ministre. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut... À un moment, il faut aller jusqu'au bout de sa démarche parce que sinon, ça mène quand même au découragement des citoyens bruxellois. Alors, un autre segment dans notre entretien du jour, Julie De Groot, la culture et l'associatif. Dans vos priorités, on le sait, une question à propos de la culture, pour commencer. Est-ce que vous estimez que Bruxelles est une ville accessible à la culture? Quand je dis accessible, je parle d'accessibilité aux différentes classes sociales de notre capitale, en réalité. En fait, j'ai envie de dire que oui, parce qu'il y a mille et une activités magnifiques à Bruxelles, et je sais quelque chose parce que on en organise aussi, ou on en soutient beaucoup aussi au Parlement, et donc comme présidente, j'en soutiens aussi beaucoup. Le problème, c'est que il n'y a pas de lien. Il y a beaucoup de cloisonnement entre ces activités. Alors, je m'explique. Il y a un certain public qui ne va jamais à certaines activités. Hein, théâtre, oui, des pièces de théâtre montées par des jeunes de quartier. On a soutenu la pièce Djihad, etc. Non, aussi d'autres lieux de théâtre, l'opéra, etc. Donc, il faut aussi que ces lieux-là ouvrent leurs portes. Et de l'autre côté, souvent le public est un public homogène entre lui-même. Et ça, je trouve que il faut vraiment arriver à plus de mixité dans notre public, plus ouvrir nos portes en fait. On s'adresse toujours à un certain public, un public branché, un public d'origine immigrée, un public femme, un public etc. Et là, on doit vraiment arriver à coudre le lien, à mettre le lien, à mettre le fil qui fait que au fond un jeune se dit bah en fait moi je sais pas c'est qui Mozart, moi j'ai envie de pousser la porte de l'opéra, j'en sais quelque chose, je suis chanteuse d'opéra donc c'est pour ça que je donne cet exemple, et que là tout d'un coup c'est pas impossible d'ouvrir cette porte. Alors Julie De Groot, un mot à propos du renforcement du tissu associatif. Vous sous-entendez quoi? Qu'il faut davantage de soutien aux associations actives sur le terrain? Ah oui. Et il faut les laisser vivre. Vous voyez, il faut les laisser vivre. Le problème du tissu associatif, c'est que souvent,
tout d'un coup, ils voient arriver un politique qui se met comme président du conseil d'administration et puis qui, quelque part, court-circuite le fait qu'une association vive. Le SAMU social, c'est une ASBL, hein, je vous rappelle. Hein. Et donc, je pense que vraiment ce qui est l'ADN du CDH, c'est de laisser vivre l'associatif. Je sais, je fais un peu de la théorie politique, même si l'État doit être un État régulateur fort. L'État, il doit fixer les règles du jeu. Mais il ne doit pas être un État opérateur. Il ne doit pas dire, en plus de fixer les règles du jeu, moi je vais décider qui fait quoi. Et non, l'associatif, quand on fixe les règles du jeu, là-dedans, il faut le laisser vivre. Il ne faut pas tout le temps court-circuiter, cornaquer, dire que tout compte fait, on aimerait bien être dans le conseil d'administration et dicter les règles, etc. Je pense que ça, très, très, très profondément, c'est ce qu'on a appelé la charte associative. Peu importe comment on l'appelle, très profondément, c'est ça qui fait vivre notre société. Et c'est ce qu'on a vu au Parc Maximilien, évidemment. Quand l'associatif se lève, franchement dit, nous, politiques, alors qu'ils pallient à nos manquements, on peut leur dire merci. Alors, rapidement, avant de conclure notre entretien, une question que je pose à tous nos invités. Si vous deviez mettre une cote de 0 à 10 pour la gestion de notre capitale, quelle serait votre note? 0 étant bien sûr la très mauvaise, 10 meilleure par excellence. Je trouve ça très difficile. Je suis tentée de dire 6,5. En fait... Un demi en plus. Allez, un demi en plus. Non. Alors, non, parce que je trouve ça très difficile parce qu'il y a des choses que j'adore. J'adore l'élan bruxellois, j'adore les rencontres, j'adore cette idée qu'on est accueillant. Et on le montre tous les jours, qu'on est solidaire, qu'on a, voilà, ce côté aussi un petit peu surréaliste. Et puis que, on sait bien qu'on parle de nous, mais nous, entre nous, on sait bien aussi qu'on va mieux que ce que les autres disent que nous, on ne va. Et puis il y a ce côté gestion des travaux, manque de coordination, du coup on est bloqué par notre illisibilité institutionnelle. Donc il y a ces deux-là. Et ce que j'espère, c'est que on va trouver aussi des nouveaux codes politiques demain pour avancer de façon plus forte et plus lisible. Alors, on a évoqué tout au long de notre entretien beaucoup de points noirs dans notre capitale. On a parlé de l'emploi, la santé, la mobilité, le logement, l'environnement. Quels seraient, d'après vous, les principaux chantiers de Bruxelles en urgence, si on avait à choisir? Non, vraiment, c'est un tout. Mais je sais que c'est banal de dire ça. Moi, mon coup de cœur, c'est l'enseignement. Mon coup de cœur. Mais si vous me demandez ce qui est important, c'est un tout. Si vous me demandez ce qui est mon coup de cœur, c'est l'enseignement, bien sûr. Parce que vous avez des jeunes aujourd'hui dans le système scolaire qui n'ont pas d'espoir. Je dis pas d'avenir. Je dis pas d'espoir. Ils ne se disent pas vers quoi ça va me mener. D'abord, je peux être tout, mais je suis préparée à être tout. Vous savez, quand moi j'étais à l'école, on préparait pour un certain métier, une certaine trajectoire. Le jeune d'aujourd'hui, il se dit, je vais devoir faire face à 10 trajectoires, 10 demandes différentes. Et est-ce que je suis préparée à ce monde-là demain comme un citoyen qui va être aussi malmené dans un monde quand même de travail qui est très très dur. Et donc, pour moi, vraiment, l'enseignement, c'est pas seulement bien former nos jeunes, c'est leur donner un espoir que cette formation va mener à ce qu'ils puissent se réaliser. Et voilà, ça c'est un long chemin. Alors, on a beaucoup parlé des défauts, des points noirs de notre capitale, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même de belles choses à Bruxelles. Mais il y a des choses magnifiques. Vous savez, moi je suis présidente d'un parlement bruxellois qui est vraiment le laboratoire du vivre ensemble. C'est vraiment le laboratoire du vivre ensemble. Et tous les jours, j'ai des belles histoires qui me viennent. Voilà, des gens qui montrent que Bruxelles, c'est l'élan. C'est un élan, c'est la solidarité, mais sans prétention. C'est ça qui est beau aussi à Bruxelles. Tous les jours, on a des histoires de rencontres, de gens qui tendent la main. Alors ça, c'est vraiment, je pense, ce qui fait notre force. Et c'est pour ça que je voudrais pas que ce soit pas l'image qu'on arrive à projeter sur la scène internationale, par exemple, de par une politique fédérale qui ne nous correspond pas du tout, qui historiquement n'a jamais été ça. S'il y a peut-être un mot qui caractérise historiquement Bruxelles, c'est la tolérance. On a toujours été tolérant. On a toujours montré cet élan, cette ouverture, mais mine de rien, on a un petit garçon qui fait pipi sur l'oppresseur. C'est Manneken Pis. Ça, c'est Bruxelles. Bien, très bien. On ne peut pas se quitter sans parler, bien évidemment, des élections communales le 14 octobre de cette année.
Vous vous présentez, quelles sont, rapidement si vous voulez bien, vos principales priorités? Alors, stop à la destruction d'XL. Donc, XL a été détruite. On a d'abord ce biotope de l'ULB, on a eu Solvay, il faut passer par là. Maintenant, ceux qui passent Port de Namur, ils voient la destruction a déjà commencé. On a failli détruire ce qui était on appelle le Deleuze-Molière, la rue Washington. Il y a eu une véritable destruction à XL. Stop à la destruction d'XL. 1. 2. Vraiment la coordination. Hein. XL se pense, on est central, on est la commune la plus centrale et on se pense comme une île. Enfin, vous voyez les grands travaux, les tunnels, les grands travaux de la boulevard Général Jacques, l'avenue Beul. À chaque fois, XL dit « Ah, mais non, mais désolé, c'est la région, etc. » Mais non, il faut être proactif, il faut mettre les gens, il faut soi-même, même si on n'est pas le leader, il faut pouvoir dire ce qu'on pense. On n'est pas une île, on est au centre de la région. On est au centre de la région et il faut pouvoir faire la coordination, dire vraiment ce qu'on pense. Et puis 3, il faut quand même que ça bouge. Ça bouge malgré la majorité en place. Tout le monde va à XL, fait la fête, mais c'est quand même aussi malgré la majorité en place. Hein. Je rappelle le bourgmestre qui avait pris un arrêté comme quoi on pouvait pas boire son verre en dehors des terrasses. Quoi. Je veux dire, enfin voilà. Le temps passe très très vite, malheureusement. Avant de nous quitter, même question pour tout le monde. Le mot de la fin, peut-être un message d'une manière plus générale à faire passer aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Continuez à croire en vous. Croyez en vous. Vous êtes beaux. Voilà, c'était donc la conclusion de Julie De Groot, députée CDH et présidente du Parlement francophone bruxellois. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ainsi que l'on referme ce face-à-face politique. Un excellent appétit si vous êtes à table. Merci. Retrouvez les podcasts de vos émissions sur arabelle.fm. Arabelle FM. Allez, démarre.